Donc, je suis le docteur Alexandre Fels, je suis adjoint au maire en charge de la santé et je suis aussi médecin généraliste. Et donc je vais modérer et introduire notre atelier avec donc je vais intervenir avec Thomas Joanneau qui est chargé d'études sécurité routière et développement de l'usage du vélo, ce qu'on appelle le CEREMA, et puis Benoît Wimbert, directeur d'études à l'ADEUS, donc l'urbanisme sur la communauté urbaine de Strasbourg. Donc, je vais faire une petite introduction sur la santé, sur le fait que le vélo est un vrai médicament. Et je vais vous expliquer comment à Strasbourg, lié à cette logique-là, on a mis ce vélo sur ordonnance, puisqu'aujourd'hui les médecins généralistes prescrivent du vélo à leurs patients sur ordonnance. Alors, sans refaire l'introduction de ce matin, vous savez que la sédentarité est en aggravation constante, notamment dans nos grandes villes. Vous allez nous rappeler la part importante encore qui est réservée aux voitures, notamment dans des circuits très courts, moins d'1 kilomètre ou moins de 3 kilomètres. Et donc cette sédentarité, elle a plein de conséquences, et notamment des conséquences sanitaires. L'explosion des maladies chroniques, notamment du diabète, de l'hypertension, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, mais aussi du cancer, c'est moins connu, sont dues de façon très importante à un défaut d'activité physique régulière et modérée. Et donc le vélo comme outil de mode de déplacement actif, alors moi je dis toujours mode de déplacement actif, vous savez qu'on disait plutôt doux, alors on peut dire doux et actif pour trouver l'équilibre, mais moi je dis actif, c'est-à-dire actif pour la motricité humaine, donc ces activités physiques de 30 minutes par jour, même 3 fois 10 minutes par jour, même 30 minutes 5 jours par semaine, est le meilleur des médicaments. C'est le meilleur des médicaments préventifs. Ça diminue de 30 à 50% le diabète dit non insulino-dépendant, le diabète gras. Ça diminue de 30% le cancer du côlon. Ça diminue de plus de 30% l'hypertension artérielle. Donc c'est un vrai médicament. Et donc les études montrent que si en France on pédalait en moyenne 200 à 300 km par an, ce que font les Néerlandais et les Danois, contre actuellement 75 km en France, on ferait une économie annuelle de 15 milliards d'euros par an par rapport aux effets sur la santé. Vous vous rendez compte? 15 milliards d'euros par an. Voilà. Donc c'est un magnifique médicament préventif. Et donc ce médicament préventif, on l'utilise nous déjà par rapport aux enfants sur la ville, et notamment aux enfants qui sont déjà obèses. Parce que vous savez que l'épidémie d'obésité, notamment dans les quartiers populaires, est tout à fait impressionnante dans les grandes villes, notamment à Strasbourg. À 9 ans, on a entre 20 et 25% des enfants qui sont déjà obèses à l'âge de 9 ans dans certains quartiers populaires de la ville. Donc il y a une inégalité sociale de santé, mais une inégalité sociale aussi de déplacement actif. Ça c'est très important, et je crois que vous nous montrerez des éléments par rapport à ces études chez les adultes, par rapport à l'utilisation du vélo selon les catégories socio-professionnelles. Donc ce médicament préventif est quelque chose de fondamental. Alors ce qu'on a fait à Strasbourg, et ce qui est original, mais qui commence aussi dans d'autres villes, donc comme par exemple Biarritz ou Blagnac, où j'ai vu tout à l'heure quelqu'un de Chambéry, j'ai vu quelqu'un aussi de Sélestat, de Colmar plus près, et dans d'autres villes de Strasbourg, c'est de se dire, si ce médicament-là, il est bon pour prévenir, il est aussi peut-être bon pour soigner. Et les études nationales, internationales nous montrent que l'activité physique régulière et modérée, donc les modes de déplacement actifs, donc le vélo, sont un vrai médicament, pour le coup, curatif. Ça veut dire pour des gens qui ont déjà eu un problème de santé, comme par exemple un infarctus, un accident vasculaire cérébral, ou un cancer du sein, ou un cancer du côlon, le fait de mettre ces personnes à l'activité, ça réduit leur risque de rechute et ça diminue la consommation des médicaments. Sur le diabète, c'est tout à fait impressionnant, et je raconte souvent cette histoire parce qu'elle est vraiment impressionnante. J'ai prescrit, donc comme 200 de mes confrères médecins généralistes à Strasbourg, une activité physique, et là c'était du Vélop, puisque à Strasbourg, la CTS, via Strasbourg Mobilité, a mis à disposition 200 vélos pour l'expérience, et donc aujourd'hui à Strasbourg, on a plus de 200 malades qui pédalent pour leur santé sur prescription médicale. Et donc ce patient diabétique
non insulino-dépendant avec 2 médicaments depuis de nombreuses années. Je lui ai donc prescrit du vélo, du Vélop. Et donc, il a commencé son activité physique. Et au bout de quelques semaines, il m'appelle, il me dit, écoutez, docteur, ça va pas du tout. Depuis que vous avez prescrit du vélo, je vais mal. Je fais des malaises, je transpire, je me sens vraiment mal. Alors je lui dis, bah, écoutez, venez, on va voir ce qui se passe. Et donc il vient au cabinet. Et en fait, après les contrôles, il faisait en fait des hypoglycémies. Ça veut dire que le médicament vélo avait agi, mais comme il prenait toujours les mêmes médicaments pharmaceutiques, ben il était surdosé. Voilà. Et donc, bah, on a monodosé, c'est-à-dire diminué les médicaments pharmaceutiques, et on a continué la prescription du médicament vélo, et donc on a pu, comme ça, équilibrer son diabète avec un médicament, alors qu'au départ, il en avait 2 à pleine dose. Voilà. Donc c'est pour montrer que sur le diabète, notamment, c'est tout à fait impressionnant. Hein. Alors sur l'hypertension, ça met un peu plus longtemps, ça met quelques mois. Hein. Et sur le cancer du sein, ça diminue de 30 à 50% la récidive. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait un cancer du sein, qui a eu une chimiothérapie, une radiothérapie, une chirurgie, et qui est stabilisé, hein, donc on lui prescrit l'activité physique, et si elle l'a fait, ben, elle va diminuer de 30 à 50% son risque de refaire un cancer du sein. On sait que ce sont des cancers qui, malheureusement, peuvent récidiver de façon tout à fait importante. Vous voyez, donc c'est une efficacité supérieure à une chimiothérapie dit d'entretien, donc c'est tout à fait considérable. Donc à Strasbourg, aujourd'hui, plus de 800 patients en lien avec 200 médecins généralistes, avec une coordination mise en place par le service des sports de la ville de Strasbourg, permettent à ces patients d'avoir une activité physique régulière et modérée, adaptée à leur état de santé, gratuite aujourd'hui à Strasbourg et coordonnée sur l'ensemble du territoire. 2 éléments pour finir. Au départ, on avait 200 Vélop à disposition. Et on n'arrivait pas à ce que les gens puissent s'en saisir. On s'est demandé, c'est bizarre, quoi. Hein, on met à disposition pour ces malades des vélos gratuits sur ordonnance, avec le médecin qui l'a prescrit, l'éducateur qui a organisé. Et en fait, sur ces adultes malades, 70% de ces personnes ne savaient pas faire de vélo. Ne savaient pas faire de vélo. Donc on a dû inventer une école de vélo pour les personnes malades, pour les remettre sur ce vélo. Et aujourd'hui, on est plutôt en difficulté par rapport au nombre de vélos, puisque j'ai redemandé 100 vélos à la CTS aujourd'hui. On va revoir comment augmenter, puisque tous les vélos là sont utilisés. Donc il y a des vraies inégalités sociales d'accès au vélo, c'est sans doute un frein, notamment dans la maladie, mais bien sûr pas seulement, vous pourrez nous le dire tout à l'heure. Et pour finir sur une image qui me semble très forte, parce qu'il y a encore de la réticence autour de cette question. On se dit, mais c'est quand même peut-être dangereux de mettre des gens malades, obèses, diabétiques, après un infarctus, un accident vasculaire sur un vélo. C'est quand même dangereux. En fait, toutes les études montrent que c'est l'intensité qui compte. Et donc, lorsqu'on est dans la sédentarité, qu'on ne bouge pas du tout, ben c'est très dangereux pour sa santé. Je dis souvent, il faudrait un certificat médical pour être sédentaire. C'est très très dangereux d'être sédentaire. Et puis, lorsqu'on est dans l'inverse de la course, c'est-à-dire qu'on a une activité physique de compétition, hyper sportive, alors là, bien sûr, on a des risques. Mais quand on reste sur une activité régulière et modérée, et les patients me disent qu'ils font 1, 2, 3 avec Vélop. C'est-à-dire qu'ils commencent doucement, et puis, au fur et à mesure, ils adaptent par rapport à leur état de santé, la capacité, parce qu'on a 3 vitesses, on va dire, sur notre vélo partagé strasbourgeois. Et donc, finir sur l'image, c'est ça. C'est que on a, il y a quelques jours, à Strasbourg, accompagné ce qu'on appelait le vélo tour. En fait, ce sont des personnes insuffisance respiratoire sous oxygène, en continu, donc des gens qui ont des bronchites chroniques ou des maladies respiratoires très évoluées et qui ne peuvent plus vivre sans oxygène. Et ben, avec ces personnes, on a fait 120 km au départ de Strasbourg sur une boucle, donc qui est revenue également à Strasbourg. Ça peut sembler fou, mais aujourd'hui, il n'y a pas de traitement de l'insuffisance respiratoire, il n'y a pas de traitement de la bronchite chronique, à part bien sûr l'arrêt du tabac et l'activité physique régulière et modérée. Ça veut dire que même pour des gens qui sont très malades, dans l'image populaire quand même, hein, des gens qui doivent vivre, se déplacer tous les jours avec de l'oxygène en continu, ben même pour eux, le gain en santé est tout à fait important. Voilà. Donc, je vais en finir là sur mon introduction santé, puis je vais donner la parole donc à Monsieur
Joanneau qui va donc nous présenter son exposé. Donc on a 2 exposés à peu près de 20 minutes. On va essayer, et puis ensuite on pourra avoir un petit temps pour échanger ensemble. Voilà, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors, comprendre la mobilité, c'est un programme très ambitieux, très complexe. Le vélo, il n'échappe pas à cette complexité. Et une des questions centrales, quand on parle du vélo, c'est celle des freins à l'usage. C'est vrai qu'on a un constat qui interpelle, c'est que là, on a un mode de transport qui ne présente que des avantages. On a eu les avantages santé qui ont été présentés ici, donc qui ne présentent que des avantages d'un point de vue individuel et collectif. Et puis, à côté de ça, on a quand même une pratique, en France, en tous les cas, qui est ultra minoritaire, malgré les progrès qui ont été faits ces 10-15 dernières années, et puis malgré certaines collectivités qui sortent du lot. Alors les freins à l'usage, on les identifie intuitivement, le sentiment d'insécurité, le sentiment que si je fais le trajet à vélo, eh bien ça va prendre plus de temps que si je prends un mode motorisé, le sentiment que ça va me demander un effort insupportable, la question de la topographie, la question des conditions météorologiques. Mais là où on a une difficulté, c'est quand il s'agit d'objectiver ces freins et de les hiérarchiser pour donner des outils aux décideurs publics pour les aider dans leur politique de déplacement et plus précisément, dans leur politique cyclable. Alors, ce que je vous propose cet après-midi, c'est d'évoquer quelques freins ensemble. Ce sera sans doute pas exhaustif, et puis de débattre aussi sur les leviers qui existent pour lever ces freins. Alors d'abord, un constat sur la France. Donc on a une pratique dans les villes de l'usage du vélo qui est de l'ordre de 2% des déplacements, c'est quand même relativement faible, avec de grandes disparités suivant les agglomérations, entre Saint-Étienne, qui est situé aux alentours de 0,4%, et puis la communauté urbaine de Strasbourg, donc sur l'ensemble de la communauté urbaine de Strasbourg, avec une part modale de 7,6%. Donc on voit que effectivement la pratique est vraiment très 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 différenciée suivant les villes. Et puis ces 2 chiffres, qui sont des chiffres qu'on utilise depuis des années pour mettre en évidence le potentiel modal de report vers le vélo, qui sont que 2/3 des déplacements en milieu urbain font moins de 3 km, et que parallèlement à ça, on a 60% des déplacements compris entre 1 et 3 km qui sont réalisés en voiture. Donc ça donne une idée du potentiel de report modal, mais à ces chiffres-là, on objecte souvent. On objecte souvent que dans ces 2/3 de déplacements effectués en milieu urbain qui font moins de 3 km, eh bien, il y a un certain nombre de déplacements qui font partie de boucles qui contiennent un trajet qui, lui, n'est pas réalisable en vélo. Typiquement, je pars de mon domicile, je me rends à mon travail, donc avec un trajet qui peut être réalisé en vélo. Après, je vais faire des loisirs avec un trajet qui peut être réalisé en vélo. Et puis après, pour revenir chez moi, eh bien là, je ne peux plus le faire parce que j'ai un trajet qui est jugé non praticable en vélo pour tout un tas de raisons. Et donc, ça veut dire que non seulement il y a ce trajet qu'on ne peut pas réaliser en vélo, mais les 2 autres déplacements se retrouvent exclus du potentiel modal. Autre exemple, c'est quand je vais du domicile jusqu'à l'école, eh bien, ce trajet-là, il suppose de transporter mes enfants, et donc ça peut être un frein à l'utilisation du vélo pour réaliser ce trajet. Eh bien, on se retrouve avec une boucle de déplacement qui est dans sa totalité non praticable en vélo, sachant que la quasi-totalité des boucles de déplacement sont monomodales. Donc ça justifie ce raisonnement. Alors évidemment, les trajets, on va le voir, le potentiel du vélo, il va bien au-delà des trajets supérieurs à 3 km. Il y a des solutions pour transporter des marchandises et transporter des enfants. Il n'y a qu'à voir les exemples qu'on a vus ce matin avec le nord de l'Europe pour se rendre compte que ce sont des freins mais qui sont tout à fait dépassables. Mais quand même, il y a ces choses-là qui sont pointées. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce qu'il y a une étude très récente qui s'est intéressée justement en prenant en compte en calculant le potentiel modal, en prenant en compte ces déplacements qui sont jugés non réalisables en vélo, et on voit que le potentiel reste très fort, même avec ce scénario très conservateur. C'est une étude qui a été réalisée donc, par le ministère du Développement durable sur le territoire de l'Île-de-France. Qu'est-ce qu'a dit cette étude? Elle dit que en Île-de-France, par an, on a 8,4 millions de déplacements qui font entre 1 et 5 km. On a retiré de ces déplacements les trajets qui
comportaient un accompagnement et les déplacements qui comportaient des courses hebdomadaires. Et on a aussi enlevé les déplacements qui faisaient partie d'une boucle de report modal incluant ces déplacements. Bon, c'est un peu technique. Qu'est-ce que c'est, que donne ce calcul? Eh bien, les conclusions, c'est que même en enlevant ces déplacements avec accompagnement et des déplacements appartenant à des boucles jugées vélo non compatibles, on reste quand même avec un potentiel de part modale du vélo sur l'ensemble du territoire de l'Île-de-France de 14%. C'est-à-dire que même avec des scénarios ultra conservateurs, on a quand même un report modal très fort. Une autre façon de regarder le report modal, c'est de s'intéresser à la répartition des distances parcourues en vélo. Ici, vous avez donc un graphique, un de plus, il y en aura peut-être un autre et puis ça sera fini, où on voit d'une part la distance parcourue à vélo, et puis en correspondance la part modale vélo correspondante. Donc on voit que sur la moyenne des villes françaises, dès qu'on est au-dessus de 3 km, ça chute très très vite. Il y a Strasbourg qui est un peu mieux, mais c'est pareil, hein, pour des trajets qui sont de l'ordre d'un peu plus de 3 km, on a une part modale vélo qui chute. La courbe que vous avez tout en haut, c'est la même chose, mais pour l'ensemble des Pays-Bas. Ce sont des données qui datent de 2006. On voit que même pour des trajets qui sont jusqu'à 6, 7, 8 km, on a une part modale de vélo qui reste plus forte. Ça invite à revisiter notre discours sur le domaine de pertinence du vélo, dont on a toujours tendance, encore, trop souvent, à dire qu'il est de l'ordre de 3 km. Ce raisonnement, il est fondé sur l'existant. C'est vrai qu'actuellement, la plupart des trajets font moins de 3 km réalisés en vélo, mais il ne se fonde pas sur le potentiel véritable de report modal du vélo. Alors, quels sont les freins à l'usage du vélo? Eh bien, on a un certain nombre d'enquêtes qui ont été menées, donc soit dans le cadre des enquêtes ménage-déplacement, c'est ce qu'on appelle les enquêtes locales liées aux enquêtes ménage-déplacement, soit dans le cadre d'un certain nombre d'autres enquêtes indépendantes. J'ai fait le choix de choisir une enquête très récente qui a été conduite par le Club des villes et territoires cyclables. Et quand on interroge les Français, pratiquants du vélo ou pas pratiquants du vélo, sur les mesures qui, pour eux, pourraient être menées pour favoriser l'utilisation du vélo, eh bien, ce qui revient de manière très majoritaire, c'est la question de la multiplication du nombre d'itinéraires cyclables. Donc, on voit que ce frein, et puis, donc ça, c'est corroboré par tout un tas d'autres enquêtes locales au niveau des villes. Eh bien, le premier frein donc, à l'usage du vélo, c'est l'inadaptation de l'espace public à la pratique des modes actifs. Et puis, une des manières de lever ce frein, c'est deux actions complémentaires qu'on a tendance à opposer, mais qui sont en fait complémentaires. C'est d'une part le réseau cyclable et d'autre part la modération de la circulation motorisée. Alors, si on veut qu'il y ait des gens qui fassent du vélo, on n'a pas le choix, il faut construire un réseau cyclable qui soit maillé, un réseau cyclable qui soit attractif, qui soit continu, qui soit crédible, qui suive les lignes de désir du cycliste. Hein, c'est un peu tautologique de dire ça, mais la première qualité d'un réseau cyclable, c'est tout simplement d'être emprunté par les cyclistes. C'est que le cycliste, il préfère aller sur le réseau cyclable, au moins la majorité, que sur la chaussée. Ça paraît simple, mais on voit que dans la pratique, c'est extrêmement subtil et c'est pas forcément très très facile à concrétiser comme objectif. Rendre le vélo attractif sur des distances qui sont supérieures à 3 km, qui sont de l'ordre de 5, 10, voire 15 km, ça passe aussi par un travail sur le niveau de service qui est offert aux cyclistes. Hein. C'est toute la réflexion sur la notion de réseau cyclable à niveau de service, qui est donc un concept sur lequel réfléchissent un certain nombre de villes françaises, avec déjà quelques débuts de réalisation, qu'on a pu visiter ensemble hier à Strasbourg, et qui ont pour objectif donc de permettre aux cyclistes d'avoir des conditions de confort améliorées, rouler à deux de front de manière confortable, pouvoir se dépasser de manière confortable, avoir des temps de parcours garantis. Donc ça passe par souvent des travaux effectivement qui peuvent être conséquents. Alors là, c'est vraiment l'exemple extrême hein, d'un échangeur vélo d'un rond-point dénivelé donc dans la région de Eindhoven aux Pays-Bas, mais ça peut aussi passer par des mesures qui sont pas forcément, qui sont un peu moins coûteuses. Ici, un exemple au Danemark, où on a une infrastructure cyclable qui est prioritaire par rapport à une voie de circulation tout mode pour favoriser l'usage du vélo. Deuxième pilier,
très important pour lever ce frein de l'inadaptation de l'espace public aux modes actifs qui est générateur d'insécurité perçue, qui est source donc de non-report modal, c'est de travailler sur la modération de la circulation automobile, j'aurais dû dire la modération de la circulation motorisée. Il ne s'agit pas simplement de modérer la circulation des voitures, mais des modes motorisés en général. Alors, une manière de regarder ce lien qui existe entre la modération de la circulation et puis la part modale vélo, c'est ce graphique, et puis je crois qu'il n'y en aura plus après, je ne vous embêterai plus avec des graphiques, où on a essayé de mettre en correspondance le linéaire de zone de circulation apaisée en mètres par habitant. Donc, zone de circulation apaisée, c'est aire piétonne, zone de rencontre et zone 30, et les parts modales vélo dans différentes villes. Donc là, il y a une trentaine de villes qui ont fait l'objet de ce calcul à partir des données du club de ville et territoires cyclables des 3 dernières enquêtes du club, et puis d'une trentaine d'enquêtes ménage-déplacement. Alors, on voit qu'il y a une corrélation entre ces chiffres. C'est compliqué après de dire qu'il y a un lien de cause à effet. Ça serait un peu rapide de dire qu'il y a un lien de cause à effet entre le linéaire de zone de circulation apaisée par habitant et puis la part modale vélo, mais il y a quand même de quoi rassurer les aménageurs. C'est-à-dire que si on se lance dans une politique de modération de la circulation automobile à large échelle, on a quand même toutes les chances de voir plus de cyclistes sur son territoire. D'ailleurs, le petit coefficient de corrélation qui est ici, j'ai fait le même exercice avec le linéaire d'aménagement cyclable, séparatif, et bien on voit qu'il est un peu moins bon. On ne va pas en tirer des conclusions trop rapides, parce que faut prendre toute prudence quand on réalise ce genre de statistiques, mais enfin c'est quand même un élément qui peut donner des idées. Alors modérer la circulation automobile, ça passe par la construction d'un réseau hiérarchisé, donc qui fait une large place aux zones de circulation apaisées que j'ai énoncées très rapidement. Ça veut dire que la plupart du temps, dans la plupart des villes, on a au moins 80% du réseau viaire qui peut être constitué de zones de circulation apaisées. Alors quand on parle de zones de circulation apaisées, donc zone 30, zone de rencontre et aire piétonne, la plupart du temps, dans 90% des cas, il ne suffit pas de mettre un panneau. Alors il paraît que ça marche en Suisse, il paraît qu'en Suisse on met un panneau et ça y est, la circulation est apaisée. Bon, en France c'est quand même, en tous les cas en France, on voit que c'est quand même un peu plus compliqué. Il faut que ça s'accompagne d'un certain nombre de mesures courageuses, de remise à double sens d'artères, de suppression de voies, et en particulier dans les carrefours, de contraintes géométriques faites sur la voirie pour atteindre cet objectif de modération de la circulation motorisée, qui n'est pas uniquement un objectif de modération de la vitesse, mais aussi de la circulation, et qui se fait également avec le levier stationnement motorisé. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous citer une étude de Feu Le Certu, qui s'intéresse à justement le rapport qui peut exister entre des territoires où le stationnement est fortement contraint et la pratique des modes actifs. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée sur les collectivités de Lille, la communauté urbaine de Lille, Montpellier, agglomération, puis une troisième que j'ai oubliée. Et ce qu'on constate, c'est que dans les territoires fortement contraints sur le stationnement motorisé, eh bien, on a une pratique des modes actifs qui a tendance à être plus forte qu'ailleurs, qui augmente de 20 à 34%. Là encore, prudence sur le lien de cause à effet entre ces deux choses-là. Enfin, il y a de quoi quand même espérer que ça puisse être, que la politique volontaire sur le stationnement motorisé se traduise par une pratique des modes actifs meilleure. Frein numéro 3, qui revient aussi dans les enquêtes, la peur du vol. Lutter contre le vol, ça passe évidemment par une offre de stationnement adaptée. On en a vu plein d'exemples très évocateurs ce matin qui, je l'espère, pourront nous inspirer dans nos politiques de stationnement à destination des vélos. On distingue 3 grandes façons de prévoir du stationnement pour les vélos. D'une part, le stationnement de courte durée en centre-ville avec des petites unités réparties sur le territoire. Pour desservir des stationnements publics plus importants, on va avoir des parcs qui vont faire 100, 200, voire plusieurs centaines de places. Et puis, au pôle d'échange, un stationnement qui sera constitué pour partie de parcs sécurisés. Ça, c'est une démarche qu'un très grand nombre de régions et un très grand nombre aussi de communautés d'agglomération ont entreprises.
avec un certain nombre de résultats. La plupart du temps, l'offre de stationnement sécurisé, elle est couplée avec l'abonnement de transport en commun, et puis également avec un système de billettique interopérable qui rend le système assez pratique. Là, je voulais saluer la démarche du syndicat des transports d'Île-de-France avec Véligo. Le STIF, en fait, a profité des expériences de ses prédécesseurs pour mettre en place une démarche que je trouve très pragmatique, c'est-à-dire qu'on est passé par l'expérimentation. Le STIF a décidé de mettre en place 20 stations Véligo en Île-de-France, sans avoir la certitude qui serait utilisée, pour tester, voir comment étaient utilisées ces unités de stationnement sécurisées, et puis en déduire un certain nombre de critères pour passer à la phase de déploiement. Là, c'est tout l'intérêt de l'expérimentation, et là, on est actuellement dans la phase de déploiement avec, je crois, 60 places de stationnement, 60 consignes sécurisées qui sont construites. L'apport du vol, ça passe par la promotion d'antivol efficaces. Saluons le travail de la FUB qui réalise des tests tous les ans pour aider les usagers à choisir l'antivol le plus efficace, et également le marquage des vélos avec le DC-code, également géré par la FUB, avec un site où vous pouvez trouver en France assez facilement un endroit où vous pourrez marquer votre vélo. Et puis, voilà, si on va un peu plus loin, on peut se dire, est-ce qu'un jour, on aura un objet vélo qui sera banalisé? Alors ça, c'est l'exemple de choses qui existent au Danemark, où vous avez, sur une partie des espaces de stationnement, des vélos qui stationnent simplement sur la béquille, sur des espaces, avec quand même un antivol, mais il n'y a plus d'arceaux. Et ça représente l'avantage, déjà, il y a le coût, c'est-à-dire qu'on n'a pas à mettre en place des arceaux, et puis en plus, on peut mutualiser l'espace pour d'autres usages. Ici, le choix a été fait de faire un usage qui est mutualisé avec le stationnement motorisé, mais on pourrait aussi imaginer d'autres utilisations. Frein numéro 4, méconnaissance du bilan sanitaire positif du vélo. Alors, il commence à être connu quand même, au moins des institutions, au moins des décideurs, et il y a un certain nombre d'opérations de communication qui existent. On pense à Manger Bouger, ici des exemples d'initiatives de collectivités avec le Grand Lyon, et puis bien évidemment l'opération Santé sur ordonnance avec tous les résultats positifs qu'on a pu observer, sur lesquels je ne reviens pas. Et puis voilà, développer l'usage vélo, ça passe aussi par de la communication, de l'incitation financière, avec l'indemnité kilométrique vélo qui a fait l'objet d'un rapport mené par la coordination interministérielle pour le développement d'usage vélo, qui a aidé à l'adoption très récente par les députés de cette indemnité kilométrique vélo. Et puis encore une fois, pour ouvrir vers d'autres possibilités d'incitation, l'exemple de la Norvège. Ici, vous avez les membres du gouvernement des transports de la Norvège qui sont sur l'espace public et qui indemnisent directement les cyclistes et les piétons pour le fait qu'on économise des dépenses de santé grâce aux modes actifs. C'est un exemple, voilà, à voir, les transpositions possibles. Et puis, les élus à vélo. Pour développer l'usage du vélo, on a besoin d'élus qui sont convaincus que le vélo, c'est un mode d'avenir pour les autres, mais on a au moins aussi autant besoin d'élus qui sont convaincus que le vélo est un mode d'avenir efficace pour eux-mêmes et qui le montrent. La communication, le management de la mobilité, il se fait aussi par l'exemplarité des leaders d'opinion. On a parlé de banalisation de l'objet vélo. Là, encore une perspective européenne, la banalisation du trajet à vélo, avec l'exemple du Folketing, donc du Parlement danois, avec le parking qui est devant le Parlement danois. Eh bien, c'est plus un sujet, l'exemplarité. Il y a 63% des parlementaires qui, tous les jours, vont au Parlement en vélo, et voilà, c'est aussi, on pourrait imaginer aussi des résultats de ce style-là. Et puis, peut-être que le frein le plus fort, eh bien, il est psychologique. Peut-être que le frein le plus fort, c'est la routine. Se déplacer, la mobilité, c'est pas une fin en soi. La plupart du temps, il y a quelques fois où c'est une fin en soi, mais l'immense majorité des cas, c'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'accomplir un projet professionnel, un moyen d'accomplir un projet personnel. Et les usagers développent des stratégies de routine par rapport à ces déplacements pour se décharger de cette charge mentale qui est liée au déplacement.
Ce qui veut dire que, eh bien, un usager qui est convaincu que le vélo c'est un mode d'avenir, qui a une bonne image de ce mode de déplacement, qui souhaite même mettre en adéquation ses habitudes de déplacement avec des convictions, par exemple des convictions environnementales, eh bien, c'est pas pour autant qu'il va prendre son vélo, qu'il va changer de mode de déplacement. Donc, il y a besoin de travailler sur les comportements en allant directement vers l'usager, en profitant par exemple des situations de rupture, un déménagement, un changement de situation professionnelle, pour intervenir à ce moment-là et saisir la bonne opportunité pour qu'il y ait un changement de comportement. Et puis je voudrais finir, je suis dans les temps, oui c'est bon, oui, en rappelant que les collectivités certaines collectivités ont, pour les prochaines années, des objectifs de part modale ambitieux, très ambitieux. Strasbourg, l'objectif c'est 16% de part modale pour l'ensemble de la communauté urbaine de Strasbourg en 2025. Donc 2025 c'est dans 10 ans, donc 10 ans c'est demain. 15% pour l'ensemble de la communauté urbaine de Bordeaux en 2020. 2020 c'est dans 5 ans. 5 ans c'est demain matin même. 10% sur la communauté urbaine de Lille, 10% sur le Grand Toulouse. Eh bien, est-ce qu'elles sauront continuer à adapter leur espace public, ce qui passe forcément par une politique volontariste de modération de la circulation automobile et de travail sur le stationnement? Est-ce qu'elles pourront continuer à s'équiper, se doter d'infrastructures performantes pour atteindre ces objectifs très, très ambitieux? Et puis aussi, est-ce qu'elles seront suivies par les autres villes? Est-ce que le vélo pourra dépasser les frontières du périurbain, hein, qui est délaissé par le vélo, malgré un potentiel d'ailleurs très fort de développement? Et bien voilà, c'est les défis qui seront à relever les prochaines années. Et puis on l'a vu très rapidement, mais voilà, offrir des conditions de circulation agréables pour les cyclistes, eh bien c'est une chose, c'est fondamental pour développer l'usage du vélo, mais il y a besoin aussi de mobiliser les outils pour convaincre. Et est-ce que les Français sauront utiliser ces outils-là? J'en ai parlé brièvement, mais il y a aussi les outils qui sont développés dans les plans de déplacement d'entreprise, les outils qui sont liés au management de la mobilité. Est-ce que les Français sauront se servir de ces outils pour changer leurs habitudes de mobilité? Eh bien, on peut l'espérer. On peut espérer qu'il y ait une synergie entre cette demande sociale, qui n'est pas toujours exprimée d'ailleurs, et puis les décideurs politiques, qui fera que le vélo, enfin, pourra avoir une place qui reflète enfin son véritable potentiel. Voilà, je vous remercie.